Rebonjour. Je m'appelle toujours Cyril Doux, je travaille toujours au LPSC à Grenoble, et je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise un petit peu mieux, du coup, qui est la cosmologie. Et en particulier, donc, je vais vous parler d'expansion cosmique et d'énergie noire, qui serait un mot juste pour dire qu'on ne sait pas à quoi est due cette expansion cosmique. Donc, si vous passez le premier. Ok, alors la première chose, c'est comment essayer de s'imaginer un univers en expansion. Alors souvent en cosmologie, on a rapidement tendance à se faire des nœuds à la tête. Alors d'abord, en univers en expansion, du coup, on s'imagine, on le représente souvent comme ça, comme une espèce de bulle qui grandit. Et on ne sait pas trop dans quoi d'autre elle grandit que ce qu'il y a au-delà de l'univers. On ne sait pas d'où ça va, enfin d'où ça vient, d'où ça va. Et on ne sait pas trop non plus ce qui pousse vers l'extérieur. Alors souvent, on utilise cette métaphore on dit, imaginez des galaxies sur un ballon, puis on souffle dedans, les galaxies s'éloignent sans bouger sur le ballon. Alors je la trouve pas très bonne, cette image. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que du coup là le ballon il est dans quelque chose d'autre, il y a l'environnement autour. En cosmologie ça n'existe pas, l'univers c'est l'univers, il n'y a pas autre chose au-delà de l'univers, presque par définition. Ensuite il n'y a pas de centre du ballon, et la force qui gonfle le ballon elle est complètement extérieure au ballon lui-même. Alors que là l'idée c'est que l'expansion cosmique elle est en fait, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'univers, potentiellement une propriété de l'espace-temps. Donc si tu passes, donc ça c'est pas bon. Du coup, une autre façon de le voir, c'est en fait, je trouve ça plus juste d'imaginer une carte. Vous prenez une carte 2D, vous imaginez qu'elle est sur un matériau un peu élastique, et vous êtes dessus, et en fait, si vous êtes en train, vous tirez sur votre carte élastique. Bon, alors là, il y a toujours une force extérieure, mais bon, c'est un peu mieux déjà. En fait, les points vont s'éloigner les uns des autres sans bouger par rapport à notre plan. Donc vous pouvez voir mes deux, j'ai un point rouge, un point bleu, hop, à mesure que l'expansion avance, ils vont s'éloigner sans avoir bougé par rapport à cette grille qui représente l'espace-temps. Si tu passes. Ok. Ce qui est intéressant dans cette façon de le représenter, c'est qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé depuis le point bleu, qui lui-même, il n'a pas bougé pour lui-même, en fait, c'est exactement la même situation que depuis le point rouge. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez que ce point-là, il semble avoir bougé plus que le point rouge par rapport au point bleu. Et on peut faire, ça marche dans tous les sens. Ça, c'est une propriété importante. Alors du coup, comment on sait que l'univers est en expansion? En fait, ce qu'on va faire, c'est mesurer des objets. Et on va mesurer à la fois la distance à laquelle ils se trouvent par rapport à nous, et en même temps la vitesse à laquelle ils s'éloignent. Et on va représenter ça dans un diagramme qui ressemble à ça, alors qui est fait par une chercheuse, une collaboratrice qui s'appelle Jessie Muir. Et alors si l'univers s'étendait de façon constante, en fait on serait sur cette ligne droite qui est ici, c'est-à-dire plus un objet s'éloigne vite, plus il est distant. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'univers, non seulement on sait qu'il est en expansion, ça fait 100 ans qu'on le sait, mais ça fait aussi 30 ans qu'on sait qu'il est en expansion accélérée. Donc au lieu d'être sur cette droite, c'est bon, ouais, qui est ici en gris, en fait on se trouve plutôt sur la courbe rouge. Donc, je passe le prochain slide. Et voilà. Et alors donc ça fait à peu près 100 ans qu'on mesure l'expansion de l'univers. Le premier du coup c'est Edwin Hubble à la fin des années 20. Qui a tracé le premier, cette sorte de diagramme qui du coup porte son nom. Il y a 30 ans presque, l'équipe de Sol Permuter et deux autres qui ont obtenu le prix Nobel pour en fait, le même diagramme, mais qui a servi à déterminer qu'en fait on n'était pas sur une courbe parfaitement alignée comme ça d'expansion constante, mais sur une courbe d'expansion accélérée. Vas-y. Alors du coup ça nous a permis en fait d'établir ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard de la cosmologie. Donc, ce qui est en gros, on sait quels sont les ingrédients qu'on met dedans, et on sait de ça, on peut déduire comment l'univers évolue. Alors, ce qu'on représente sur ce diagramme, une espèce de trompette, il y a deux choses. En X, c'est le temps. En ordonnée, comme ça, c'est l'espace. Donc, on imagine un espace à une seule dimension, et en fait, on imagine l'histoire seulement d'un morceau de l'univers. Parce que l'univers, a priori, mais le mieux de nos connaissances, c'est que l'univers est potentiellement infini. Mais si on représente l'histoire d'un morceau, en fait, on voit que ce morceau, il va s'étendre, et en fait, il y a plus ou moins deux phases d'expansion. Moi, je vais vous parler de celle-ci. Donc, nous, aujourd'hui, on est quelque part par ici, et en fait, l'expansion, elle s'est déroulée à une certaine vitesse, puis en fait, elle accélère.
Voilà, donc ça c'est à peu près. Mais alors la question c'est pourquoi. Alors maintenant, à quoi ressemble l'univers aujourd'hui? Alors ça c'est issu d'une simulation, et on sait que l'univers, enfin la matière en fait dans l'univers est grosso modo distribuée sur à peu près comme ça, quoi. Ça ressemble à une espèce de toile d'araignée avec des nœuds comme ça et des filaments entre elles. Alors l'échelle juste des grandeurs, donc là nous on compte nos unités de distance, c'est en mégaparsec. Donc un mégaparsec, j'ai fait la conversion, ça fait 3 10 puissance 19 km. Donc 30 et après 18 zéros. Voilà, donc ça c'est l'unité de distance. Ok, maintenant on sait aussi du coup comment ça évolue. On peut simuler cette toile cosmique, et ce qu'on a de en haut à gauche jusqu'en bas à droite, c'est pour un même morceau, on voit comment il évolue. Et petit à petit, en fait, on voit que les structures se forment avec des contrastes de plus en plus marqués, c'est-à-dire des zones très très denses et d'autres zones beaucoup plus vides. Et en fait, du coup, cette formation des structures, c'est la résultante de deux forces qui s'opposent. D'un côté, la gravité qui attire les choses entre elles, et de l'autre, l'expansion qui a tendance à les accélérer. Et donc, il y a un équilibre qui se déroule et qui va donner une forme spécifique à cette structure. Alors, cool, maintenant ça, c'était dans une simulation. Comment en pratique, on arrive à observer cette structure et cette toile cosmique? Alors là, on va utiliser un effet qui est prédit par la relativité d'Einstein, qui est l'effet de l'antigravitationnel. Donc c'est en gros, si on a une galaxie qui se trouve ici, nous on est là, et qu'entre les deux, il y a de la masse déforme l'espace-temps, et en fait agit comme une espèce de loupe. Donc les faisceaux lumineux qui viennent de cette galaxie, en fait, vont converger derrière, ce qui ici peut agrandir l'image de la galaxie, mais plus généralement déformer les galaxies. Et alors c'est pas juste une vue de l'esprit, en fait ça peut se voir alors avec les bons yeux, qui coûtent 10 milliards de dollars, mais on peut quand même le regarder directement. Et en fait ça ici c'est une projection, donc c'est une image du James Webb, et c'est une projection de ce que verrait notre observateur juste avant. En fait, les galaxies blanches ici, c'est un amas de galaxies, donc beaucoup de masse, et les galaxies qui sont très loin, donc, qui ont vu leur couleur décalée vers le rouge, elles sont derrière, et en fait, on voit qu'elles sont déformées, on voit des arcs et un motif un peu particulier. Vas-y. Et donc, en exagérant un petit peu le trait, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser ces motifs pour pouvoir, en gros, peser la matière dans l'univers. Si j'ai une surdensité qui se trouve ici, on va voir ce genre de motif dans les orientations en fait, des galaxies. Alors que si j'ai une sous-densité, on va voir un motif plutôt radial comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est étudier ce genre de motif. Ouais, vas-y. Et pour ça, en fait, on va faire des grands relevés de galaxies. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc ça, c'est une image réelle d'un relevé de galaxies qui s'appelle le Dark Energy Survey. Et en fait, tous les petits points que vous voyez, alors sauf ceux qui ont des croix comme ça c'est des étoiles, tous les autres c'est des galaxies. Alors si on zoome, alors comme c'est un PDF on va pas bien voir, mais en gros ça c'est un pouillème de mon image, et en fait on voit que chaque point là-dedans c'est une galaxie. Et donc je vais pouvoir utiliser toutes ces galaxies et leur déformation pour mesurer la quantité de matière dans l'univers, sa distribution, et donc jauger de comment cette matière et cette structure s'est formée par rapport à l'expansion. Ok ? Et alors pour ça, donc ça c'était une image d'un relevé précédent. Moi je travaille sur l'observatoire Vera Rubin qui se trouve au Chili, qui est bientôt fini de construire. Donc c'est cet observatoire-là, il a son petit télescope auxiliaire qui fait quand même 1,50 m de diamètre. Vas-y. Alors ça, si on regarde du coup ce qu'il y a dans le dôme, donc cette photo elle a à peu près 2 ans, et ça c'est la structure du télescope. Et c'est bien, mais sauf que il manque 2 choses à ce télescope, un miroir et une caméra. Sinon là on fait pas grand-chose. Vas-y. Et alors voilà, ça c'est une photo de la caméra qui vient d'être envoyée au Chili, qui a été construite et qui a été achevée il n'y a pas très longtemps. Alors c'est la plus grande caméra du monde. Faut imaginer alors tu passes, ouais, celle d'après. Voilà, elle fait 1,60 m de diamètre en entrée. Elle fait grosso modo la taille et le poids d'une petite voiture. Elle a 3,5 milliards de pixels, c'est à peu près 100 fois plus que sur votre téléphone, et chaque pixel est beaucoup plus cher. Mais voilà, l'autre record, c'est que même cette lentille, c'est aussi la plus grande lentille en verre du monde. Voilà. Ok. Et alors l'autre point, alors j'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais c'est le miroir qui vient d'être fait. Alors du coup, le miroir, il fait 8,40 m de diamètre. Il est sur une structure qui pèse 17 tonnes et qui doit être bougée en gros en 5 secondes.
Donc ça pose tout un tas de défis techniques. Le vêtement, en fait, le revêtement, il est fait directement à l'observatoire. Il va être refait tous les ans. Voilà. Et alors, quelques chiffres. Donc, 8,40 m de diamètre, 3,5 milliards de pixels. Le relevé, du coup, il va tourner pendant 10 ans. Et à la fin, en fait, ça fait 100 pétaoctets de données. Donc, ça fait 100 000 téraoctets de données à trier. Et là-dedans, en fait, on va avoir énormément de galaxies. Donc, on va observer 20 milliards de galaxies. C'est un ordre de grandeur au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pour les cosmologistes, c'est l'instrument rêvé. On va aussi détecter énormément de supernovas. Donc, un des deux diagrammes de Hubble que je vous ai montré tout à l'heure, c'était fait avec des supernovas. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on voit des choses qui sont très loin, on va aussi voir tout un tas de choses dans notre galaxie et dans notre système solaire, notamment des astéroïdes et tout un tas d'autres cailloux beaucoup trop petits pour moi. C'est une collaboration qui rassemble à peu près 2000 scientifiques dans plus de 20 pays. Donc voilà, ça vient. Du coup, on a le miroir, on a la caméra, tout est en train d'être monté ensemble et on va commencer la prise de données à l'automne là. Donc ça va démarrer très très vite et ça devrait. Ça va être hyper intéressant. C'est réellement, en termes de quantité de données, de collaboration, c'est vraiment un ordre de grandeur au-dessus de tout ce qui existe. Donc ça pose des défis aussi techniques hyper intéressants. Et dernier slide. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question, elle est là. C'est une question, je pense, très bête, mais c'est pas grave, je vais la poser. Comment sait-on que les galaxies sont déformées si on les... On ne sait pas à quoi ressemblaient avant d'être déformées. Exactement. Ouais. Alors en fait, avec une galaxie, on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on en a besoin de beaucoup. En fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les corrélations dans cette déformation. J'avais montré mon diagramme. S'il y avait une surdensité, ça faisait une espèce de motif circulaire. Si j'ai une sous-densité dans la distribution de matière, ça fait un motif un peu radial. En fait, c'est ce genre de motif qu'on va utiliser. Une galaxie seule, j'en fais rien. Mais voilà, en utilisant 20 milliards de galaxies, en fait, on peut justement dire, reconstituer la distribution de matière avec aussi des approches statistiques, mathématiques un peu lourdes. Mais voilà, c'est en gros, pour le dire très vite, c'est en moyennant en fait sur plein de galaxies qu'on arrive à. C'est pas l'image d'une seule galaxie, non. C'est vraiment la façon dont les formes de toutes ces galaxies sont corrélées. Merci beaucoup.